Bonjour, bienvenue dans le studio de Mediapart. Henri Bonjour. Leclerc, bonjour. Bonjour, Vous fêtez vos 60 ans de barreau, 62 ans bientôt. 62 ans, pardon. Vous avez été avocat d'innocents, braqueurs, d'assassins, de syndicalistes, de militants, de journalistes, j'en oublie, vous avez tout fait. Et vous publiez chez Fayard vos mémoires, La parole et l'action. Et avec Michael Hachtenberg, on a prévu quelques questions sur l'exercice de ce beau métier. Et une des choses qu'on se demandait en lisant vos mémoires, c'était de savoir dans quelle mesure un avocat qui est aussi un militant des droits de l'homme peut essayer de changer le monde. Et dans l'actualité de ces jours-ci, on a observé que la 12e loi antiterroriste en 15 ans était étudiée à l'Assemblée nationale, avec encore un recul des libertés. Qu'est-ce que l'avocat, qu'est-ce que le militant des droits de l'homme peut faire? Est-ce qu'il peut essayer de peser un peu sur la marche des choses? C'est tout le problème de l'action politique. Comme avocat, il peut peser s'il se trouve directement confronté dans une procédure, dans un procès, à une loi. Bon, il peut effectivement peser sur les choses en forçant en quelque sorte la justice, en amenant la justice à prendre des positions qui mettent la loi en difficulté. C'est rare, mais ça peut arriver. Comme militants, vous savez, nous n'avons pas grand-chose d'autre que la parole. Alors éventuellement, on peut marcher dans la rue, mais la parole et l'action, comme militant n'est pas extraordinaire. Alors, le problème, c'est que même si on sait qu'on ne va pas réussir à grand-chose, qu'est-ce que vous voulez? Vous parlez de cette loi, elle va aller devant le Parlement. Il y a 313 députés qui représentent ce qu'on peut appeler le nouveau Marais, qui vont voter comme un seul homme. Bon, la droite va voter dans sa totalité, même si elle va essayer de durcir un peu, qu'elle réussira pas à faire d'ailleurs. Bon, vous aurez que la petite gauche croupion qui va dire quelque chose. Bon, mais il faut dire les choses. Il faut dire les choses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser ce qui est, selon moi, une régression des libertés et des protections de la sûreté individuelle. On ne peut pas le laisser sans rien dire. Alors on dirait, vous parlez dans le vide. Non, on ne parle pas dans le vide parce qu'on est là. Et on sait qu'on reprendra peut-être, on sait que les choses peuvent changer. Et on sait que de toute façon, ceux qui font ça savent qu'il y a une opposition. Les libertés perdues peuvent être regagnées, vous pensez? Ah ben bien sûr. Non, non. Alors bien sûr, il y a cette formule que je cite d'ailleurs dans mon livre de Chirac au congrès du centenaire de la Ligue des droits de l'homme, qui avait dit « En matière de liberté, quand on n'avance pas, on recule ». Très belle formule. Oui, on peut dire ça. Mais on peut dire aussi que les reculs dans le domaine des libertés peuvent être compensés par la suite. Alors, je ne suis pas de ceux qui disent il n'y a pas de progrès. Non, non, non. Il y aura des progrès en matière de liberté. C'est difficile. Dans un monde tendu, quand vous avez affaire au terrorisme, par exemple, il est difficile de tenir un discours sur les libertés individuelles. Et pourtant, c'est une nécessité. Alors, vous dites, il y a 313 députés, vous avez vous-même fait de la politique au PSU, Oui. vous la racontez dans votre livre, et puis, bon, il y a eu des brouilles, des courants, etc., tout ça qui vous a conduit à vous éloigner finalement du monde politique. Est-ce que vous avez parfois regretté, justement, est-ce que vous n'êtes pas dit que vous auriez plus pesé en étant un acteur politique, comme d'autres avocats le sont devenus? On pense à Robert Badinter, dont vous parlez aussi dans votre livre. Est-ce que, finalement, pourquoi avoir fait ce choix de militant pour peser et changer la société? Eh bien, je crois que c'est un choix. Ce n'est pas seulement le problème des courants, des difficultés, des petites embrouilles de l'intérieur du PSU qui font rire tout le monde, mais qui sont importantes, qui sont intéressantes aussi. Hein. Le problème, c'est que je n'avais pas envie de faire de la politique. Je ne me sens pas un homme de pouvoir. Je n'ai pas envie du pouvoir. Je crois que je préfère en critiquer les excès. Et je me suis rendu compte petit à petit que les mouvements, fussent-ils révolutionnaires, ne m'attiraient pas spécialement. Ce qui m'intéressait par contre, c'était de marquer les dérives, les reculs, les fautes du pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle j'ai véritablement mené ce combat plutôt à la Ligue des droits de l'homme ou dans des associations ou les réflexions. J'ai travaillé dans des commissions, par exemple, pour réformer le code pénal, beaucoup. Mais en même temps,
c'était une espèce de structuration de rêve, etc. J'avais pas le pouvoir, j'avais juste la possibilité de donner mon avis. Et ça, bon, alors certains me diront que c'est une certaine pusillanimité, une certaine lâcheté, qu'en définitive, il ne faut pas demander aux gens de faire des choses, de ne pas les faire soi-même, mais c'est comme ça, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Bien sûr. Mais ça aurait pu vous intéresser de faire la loi. Ça aurait pu m'intéresser de faire la loi, mais ça aurait pu le travail de législateur aurait pu m'intéresser, mais ce travail de législateur était inéluctablement lié au parti. Donc ça nécessitait un engagement partisan, et je n'ai jamais aimé les engagements. En fait, depuis que j'ai quitté le PSU, je n'ai pas aimé les engagements partisans. La parole de l'avocat, vous le dites, c'est quelque chose d'assez éphémère. Vous dites qu'à un moment, on vous demande certaines plaidoiries, que vous ne les avez pas gardées, que c'est des coupures de presse qui vous servent à les reconstituer. Est-ce que, avec l'expérience qui est la vôtre, vous pensez qu'il ne faudrait pas finalement soit archiver certaines grandes plaidoiries ou peut-être enregistrer des procès plus souvent qu'on ne le fait, puisqu'on le fait seulement pour des procès historiques, voire même les diffuser en direct, pour que la parole de l'avocat puisse porter en dehors de la salle d'audience? Alors, sur ce sujet, j'ai participé à des commissions, en particulier une, qui avait été réunie par Robert Badinter, je crois, sous la présidence de Braunschweig, qui était une commission qui était chargée de savoir si on pouvait médiatiser les procès en direct ou en cours différé. Et nous avions pris une décision, une position qui était oui, on peut le faire, mais on souhaitait que ce soit une loi à l'essai, vous savez, comme il y avait eu la loi sur l'avortement, etc., pour voir. Les techniques sont arrivées à un tel point que c'est tout à fait possible, contrairement à ce que disaient les opposants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de projecteurs considérables, parce qu'ils nous avaient fait un coup, ils nous avaient fait un essai. Ils étaient arrivés avec d'énormes projecteurs, c'était impossible de tenir une audience dans de telles conditions. Et j'ai dit à un moment, tiens, je voudrais voir ce que ça donne quand on le fait sans projecteur. Et le réalisateur qui était là a dit, attendez, mais il faut que je change le négatif. Enfin, il faut que je change, parce qu'à l'époque, c'était ça, c'était bon. Et puis, on s'est aperçu qu'avec les procédés modernes et les procédés électroniques qui arrivaient, on pouvait photographier absolument sans une lumière. Donc, c'est possible. Est-ce que c'est souhaitable? Je l'ai cru. Je suis un peu moins sûr. Parce que on ne peut pas, on pourrait effectivement faire comme ça se fait certaines fois aux États-Unis, mais très peu finalement. Faire un direct permanent, c'est-à-dire que chaque procès est sur une chaîne spéciale et alors, deux choses à cela. D'une part, on peut en faire qu'en même temps, ou alors il faudrait 50 chaises. Et puis ensuite, je ne crois pas que ça changerait beaucoup le comportement de ceux qui sont là, parce que nous l'avons bien vu dans les procès qui ont été filmés, comme les procès de Barbie, de Touvier, etc. Ça ne change pas les comportements. On oublie très vite. Moi, je sais par exemple qu'on a fait photographier, filmer, et c'est aux archives le dossier, le procès que Forisson avait fait à Badinter. Bon, ça n'a pas changé notre comportement, ça a changé le comportement de personne. Ça, on l'oublie très vite. Le seul problème, c'est que l'audience n'est pas faite pour la télé. Et que l'atmosphère du procès, ce qui se passe dans un procès, il y a une scène, il y a une scénographie, quelque chose qui est propre au procès, qui est organisé sur la parole, effectivement, etc. Et l'image, c'est pas la parole. Donc, chaque fois que j'ai revu, par exemple, des images du procès Touvier, c'est vrai que j'ai constaté qu'il manque l'indicible, ce qui est dans le procès, cette atmosphère du procès. Et là, on a quelque chose d'assez froid. Ça dépend d'ailleurs de ce que celui qui prend les prises de vue choisit, etc. Donc, je pense que c'est important. Mais voilà, alors, les plaidoiries, vous avez des plaidoiries qui sont prises en sténo, qui étaient autrefois prises en sténo, ça se fait moins. Moi, je n'en ai eu qu'une. Mathieu Aron a fait un film sur les plaidoiries. Et il a voulu reproduire ma plaidoirie dans l'affaire Courgeot, l'affaire des bébés congelés. Je dis, j'ai rien, j'ai quoi, j'ai 3 notes et encore, bon, j'ai les journaux de l'époque, voilà, c'est tout, je peux les retrouver, on a les archives électroniques du Monde, on a bien. Mais il me dit, non, mais moi j'ai le texte.
Pourquoi? Bon, manifestement, qu'il y avait quelqu'un qui avait, peut-être avec un petit enregistreur, réussi à enregistrer la plaidoirie, peut-être qu'il avait pris en sténo, c'est possible. Les sténographes, il y en a encore quelques-uns, il n'y en a plus beaucoup, mais enfin, il y en a quelques-uns. Bon, et il m'a donné le texte de ma plaidoirie. Évidemment, c'était impubliable. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte à quel point, surtout une plaidoirie improvisée, et quand elle passe à l'écrit, bon, les phrases ne sont pas terminées. Bon, bien. Donc j'ai fait quelques corrections, et il l'a publié, donc dans son livre sur les plaidoiries. Bon. Et c'est intéressant. Ça, je pense que c'est possible en sachant effectivement que l'oralité improvisée, oui, il y en a qui lisent, effectivement, là, il n'y a pas de problème, mais l'oralité de la plaidoirie passe pas très bien à l'écrit, parce qu'il manque la voix, il manque la personne. Mais est-ce qu'il n'y a pas des plaidoiries, quand vous avez écrit ce livre, justement, qui vous ont manqué? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où vous vous avez dit, on vous sent un peu, bien sûr. On sent une frustration Ah, parfois, bien sûr. surtout que vous fonctionnez très peu avec des notes, puisque tout de suite vous partez, même des fois vous racontez que finalement vous commencez par la fin. Enfin, Oui, absolument. Et donc, cette place à l'improvisation... Bien sûr, ça me manque. Bien sûr, ça me manque. Et ça me manque toujours. Vous savez, par exemple, quand je fais des conférences, je fais pareil. Bien, là, j'ai préparé plus, en général, enfin plus structuré, mais je fais pareil. Comme je dois l'écrire, je l'écris dans les jours qui suivent, en essayant de me souvenir de ce que j'ai dit. Et quand il y a un enregistrement, je demande l'enregistrement qui me permet d'écrire la conférence. Mais je sais que quand je vais passer de l'enregistrement à l'écrit, ça ne sera pas la même chose. La plaidoirie, c'est autre chose même que la conférence. La plaidoirie, c'est quelque chose qui a bon, j'emploie plusieurs fois le mot d'art de la plaidoirie. Il y a quelque chose qui a une valeur particulière. Il y a un lien entre celui qu'on défend, ceux devant lesquels on est, l'avocat lui-même, etc. La voix joue quand même un rôle considérable dans la plaidoirie. La voix, la structure improvisée de la phrase, le mot qui arrive, les ruptures de ton, tout ça joue un rôle important. Aussi, quand on passe à l'écrit, c'est là. Et c'est vrai que quelquefois, quand j'écrivais ce livre, je me souvenais d'une plaidoirie. D'ailleurs, dans ce livre, souvent, je dis, c'est ça que j'ai dit. Donc, j'essaye de reconstituer, je reconstitue un peu. En général, je ne mets pas de guillemets quand je reconstitue. Même quelquefois, je reconstitue. Vous savez, c'est ça le problème de la mémoire. Alors, c'est vrai, mais ce sont des œuvres éphémères. C'est un art éphémère. C'est-à-dire que la plaidoirie, c'est fait pour quelque chose de précis, pour convaincre à un moment donné. Et après, quand ces choses sont faites, la plaidoirie en elle-même est quelque chose qui semble décalé. Dernière question sur ce point, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça permettrait aussi de donner à comprendre la justice? La justice est publique, elle est censée être publique. On le voit la semaine dernière au procès de la voiture de police incendiée, qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas rentrer dans la salle, qui vont découvrir un jugement qu'ils ne vont pas forcément comprendre. Ils vont avoir qu'une partie des éléments, et les journalistes font un tri très sélectif dans la façon dont ils rendent compte d'une audience. C'est pas toujours juste. C'est toujours terrible pour un avocat de lire le compte-rendu en cours d'audience. Voilà. Finalement, au-delà de la beauté de telle ou telle plaidoirie, ça permettrait aussi de mettre à la disposition tout un public intéressé, et aujourd'hui on a la place sur Internet pour ça, l'intégralité finalement d'une audience et de donner à comprendre comment fonctionne la justice. Oui, peut-être. Mais si vous voulez, c'est comme la démocratie. La justice est rendue par des représentants. La justice directe, ce n'est pas possible. Et donc, il y a une intermédiation. Et donc, ça ne peut pas être tout le monde qui juge. Hein. Bon, même à Athènes, où on faisait juger tous les citoyens athéniens, il y avait 200 personnes ou 300 personnes qui avaient été tirées au sort d'ailleurs dans la population. Enfin, il y avait quand même un cercle largement restreint, mais large, mais restreint. Et je crois que, bien sûr, il faudrait aimer. Si on sort de la salle d'audience aussi, si on n'a plus cette atmosphère, cette chaleur, cette tension, cette atmosphère très particulière de l'audience, cette émotion collective, ce qui se passe dans une audience qui va, qui vient, etc., c'est vrai que quand on regarde cela de l'extérieur, on ne pouvait pas juger devant des millions de personnes, sauf en passant par la télé, et la télé refroidit les choses, vous n'y pouvez rien. La télé refroidit les choses, le réalisateur prend une part importante, voilà. Et donc, j'ai longtemps souhaité, si on me le demande, je le souhaiterais encore, content de l'expérience.
Mais voilà, je l'ai vu, j'ai plaidé dans des affaires où c'était, j'ai revu, bon, c'est vrai, j'ai revu mes plaidoiries, c'est vrai. J'ai revu, par exemple, ma plaidoirie dans l'affaire Touvier. Et c'est intéressant parce que, évidemment, je vois l'éthique, je vois le moment où je cherchais un mot, je sens cela, mais c'est froid quand même, c'est autre chose. Le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, le grand public en fait, ne suit les audiences qu'à travers les chaînes d'infos en continu ou les radios qui font de l'info en continu. Est-ce que vous avez le sentiment que ça a aussi contribué à changer le métier d'avocat? Est-ce que vous, quand vous avez débuté, vous avez l'impression que le métier était le même qu'aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'il va dans une autre direction? Je pense que le métier a évolué, bien sûr. Il a évolué en fonction d'un certain nombre de choses, de techniques, d'évolution, y compris des règles de procédure éventuellement sur certains points. Dans matière pénale, il a évolué en fonction de l'évolution des moyens de preuve, quand même, qui est importante. Mais l'essentiel reste. L'essentiel reste. L'essentiel reste, c'est-à-dire le problème de la langue, le problème d'un contact à un moment donné entre celui qui est jugé, ceux qui vont juger et l'avocat. Là, il y a quelque chose qui se passe et je crois que ça n'a pas beaucoup changé. Et justement, essayant de me souvenir d'un certain nombre de choses et ramenant mes souvenirs, quand on les cherche, surtout la plume à la main, on en trouve plus qu'on ne croit. C'est assez curieux. La plume permet de retrouver des souvenirs. Ce qui ne veut pas dire forcément qu'ils sont tous absolument précis. Je ne prétends pas avoir fait une photographie. C'est-à-dire que quand je raconte une histoire, ben je l'inclus dans un récit. Et il est possible que dans ce récit, il y ait des choses qui ne sont pas parfaitement ce qui s'est passé. J'essaye de le faire le plus possible, mais pas forcément. Et les souvenirs de mes plaidoiries de jeune homme, au fond, je me dis, c'est la même chose devant laquelle je me trouve aujourd'hui. C'est-à-dire que des juges ou des jurés vont prendre une décision. Un type est accusé, une femme est accusée, et je suis là pour comment faire pour les convaincre. Je crois qu'au fond, ça n'a pas beaucoup changé, même si les techniques personnelles évoluent avec le temps, évidemment. Il y a une phrase là-dessus dans votre livre. Vous écrivez « Je ne suis pas comédien, mais avocat. Je ne cherche pas à distraire, à amuser ou à émouvoir, mais à convaincre. » Et vous continuez en disant « Pour bien convaincre, vaut-il mieux être sincère ou feindre? L'extrême sensibilité fait les acteurs médiocres. » Ça, je cite Diderot, là. C'est Diderot. C'est Diderot, dans le livre qui s'appelle Le paradoxe du comédien. Oui, c'est le choix qu'il fait dans un débat, dans un dialogue, etc. Il y a ceux qui disent que... Et nous le savons très bien. Les comédiens le disent. Moi, j'ai parlé avec des comédiens, ils le disent. Il y a quand même deux types de comédiens. Il y a le comédien qui, d'espèce de garde une froideur totale et qui va jouer un rôle. Et qui va jouer ce rôle en disant, tiens, il faut sourire à tel moment, il faut que j'ai des larmes là, et qui est capable d'avoir des larmes là, etc. Puis il y a celui qui incarne complètement le personnage par sa sensibilité, qui devient ce personnage. Bon, voilà. Alors, je pense qu'en général, il y a un peu des deux chez les comédiens professionnels, mais je crois que c'est très important. Pour l'avocat, là, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup dit dans mon livre. Le problème n'est pas de faire un numéro. Et ça, c'est une critique que j'ai fait toujours à certains de mes confrères. Mais, même si dans ce livre, je ne règle pas de compte. Mais c'est une envie qu'a l'avocat. C'est une envie de se laisser aller à de belles phrases, à les préparer, à avoir ce numéro qui est d'être l'avocat en train de plaider, de se voir en train de plaider. C'est beau, c'est magnifique, les phrases s'enchaînent bien, etc. Et puis à la fin, on a une catastrophe. Et parce que je crois que le problème n'est pas de vouloir plaire au public, le problème est de vouloir convaincre. Et donc, c'est tout l'art de l'avocat, c'est de convaincre, c'est pas autre chose. Il faut donc que les mots soient au service de cette conviction qu'on veut donner. Parfois, vous avez succombé à ça vous-même? Bien sûr, je le raconte, et je le raconte dans la première plaidoirie, dans ce qu'on appelait alors les flagrants délits, et qui s'appelle aujourd'hui les comparutions immédiates, où j'ai plaidé pour ce malheureux Yougoslave
qui était dans la dèche la plus complète et qui, le matin, parce qu'il avait faim, ouvrait les bouteilles de lait qui étaient à l'époque devant les magasins, dans des casiers, et il ouvrait la bouteille, l'opercule, il buvait une rasade, et puis il remettait le truc. Et puis un flic qui l'a vu, et qui l'a arrêté, bien sûr, voilà, et j'ai fait une très belle plaidoirie, j'étais très content de moi. Et d'ailleurs, le président m'a dit, maître, c'est vraiment très bien. Et il m'a foutu 6 mois, ferme. Et donc, j'étais dans une colère noire. Et vraiment, ce jour-là, j'ai compris qu'il ne fallait pas ça. Et je cite d'ailleurs dans mon livre une phrase de mon patron Alberno, que j'aime beaucoup, qui dit « Méfiez-vous des violoncelles, leur son est beau, mais leur ventre est creux. » Il ne faut pas se faire trop plaisir, quoi. Surtout pas jamais se faire plaisir. Jamais se faire plaisir. Il faut se convaincre soi-même en même temps qu'on convainc les autres. Oui, mais se faire plaisir. Quand on se fait plaisir, les juges vous le font payer, vous pensez? Vous pensez qu'il aurait Quand pu on prendre se moins de fait 6 mois? plaisir, oui, bien sûr. Oh, c'est difficile de savoir. Mais en tout cas, moi, je me le suis reproché. Voilà. Je me suis reproché d'avoir été content, de m'être fait féliciter par le président, parce que j'étais tout jeune avocat, donc le président estimait de son devoir d'appeler ce jeune avocat qui venait de faire une belle plaidoirie, parce que, comme on n'en faisait pas, il a écouté avec plaisir, le président. Mais il a écouté, mais il s'en foutait, c'était pas le problème. Et donc, j'étais humilié. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas supporter. Alors, bien entendu que ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé quelquefois de succomber à la tentation des mots. Ça m'est arrivé. Succomber à la tentation des mots, c'est-à-dire, à un moment, faire quelque chose qui est du domaine de la musique, c'est valable, à condition que ça soit totalement inclus dans cette nécessité de la conviction. Et qu'à un moment, on comprenne que la beauté des mots que l'on prononce, ou des phrases que l'on enchaîne, va faciliter la conviction que l'on va porter. Ça, c'est possible. C'est possible. Mais vous savez, tout ça se fait un peu instinctivement. C'est pas. J'ai d'ailleurs expliqué dans mon livre comment je le faisais. Donc vous dites qu'il y a des constantes dans le métier d'avocat. Oui. Vous dites aussi qu'il y a des constantes dans les combats quand même. Oui. On a beaucoup apprécié ce que vous avez écrit sur la prison. On a l'impression que là-dessus, il y a peu d'avancées, que les discours que vous tenez aujourd'hui pouvaient être tenus il y a quelques années, et on s'est demandé si dans 60 ans, on ne tiendrait pas les mêmes. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour changer la prison? Est-ce que la prison est réformable? Oui, si les politiques le veulent. Là, il faudrait peut-être... Là, c'est vrai. Là, c'est vrai que je me dis, c'est pas possible de dire ce que je dis depuis 60 ans sur la prison et de voir que ça ne bouge pas. Qu'en 2000, vous avez le rapport du Sénat. Enfin, il y a eu un rapport de l'Assemblée, un rapport du Sénat. Là, le Sénat appelle son rapport. Pourtant, le Sénat n'est tout de même pas une assemblée tellement progressiste à l'époque comme aujourd'hui. Même si à un moment, elle a flotté un peu. Le Sénat intitule son rapport « Les prisons, une humiliation pour la République ». Bon. Mais quand on lit le livre de Foucault qui raconte toute l'histoire de la prison, ou le livre de Badinter qui s'appelle « La prison républicaine », sur la prison, surtout à la fin du XIXe siècle, Foucault étant beaucoup au début, c'est la même chose. Enfin, pendant 2 siècles, on n'arrête pas de dire la même chose. Et quand je pense que le tribunal administratif de Melun vient d'ordonner la dératisation de la prison de Fresnes, imposant de dératiser la prison de Fresnes, on a l'impression qu'il y a une constance. C'est-à-dire que... Alors, il y a cette idée que la prison doit punir, doit faire mal, alors que ce n'est pas ça sa fonction. On trouve ça normal, après tout, que les gens souffrent. La meilleure preuve, c'est que les gens parlent de prison 3 étoiles quand il y a un certain nombre de choses. Dans les prisons, il y a un certain nombre d'améliorations. Et des gens parlent de prison 3 étoiles et disent c'est scandaleux. Et Badinter rappelle dans son livre sur la prison républicaine que quand on a fait la prison de Fresnes à la fin du XIXe siècle, il y a eu un tollé dans la population parce qu'il y avait l'eau courante dans les cellules et que les ouvriers ne l'avaient pas chez eux. Et il disait c'est la loi des reins. Il n'est pas possible de... Mais c'est ça. Et quand on voit les critiques sur la prison au cours du XIXe siècle aujourd'hui, et quand je vois ce que j'ai dit à un moment et que je dis aujourd'hui, bon, on a fait reculer les QHS quand même à un moment. C'est-à-dire qu'on a évité cette espèce de folie sécuritaire qui était les QHS ou les quartiers d'isolement. C'est vrai, ça fait partie de ces promesses audacieuses et courageuses qu'avait fait Mitterrand. Il avait dit qu'il les supprimerait, il les a supprimés. Bon. Mais bon, ça, alors on peut dire effectivement
quand je raconte dans mon livre les conditions qui étaient celles des prisonniers, des mutins de la prison de Nancy, et qu'on voit effectivement, c'était absolument effrayant, quoi. C'était bon. Alors peut-être qu'aujourd'hui, de tels abus ont cessé. Pourquoi? Parce qu'il y a un regard plus important, parce que les parlementaires peuvent y aller, parce qu'il y a un contrôleur général des prisons, parce que les avocats s'y sont mis. Il a fallu du temps pour que les avocats s'y mettent. Mais aujourd'hui, ils s'y sont mis. Il y a des groupes d'avocats qui s'occupent beaucoup du droit pénitentiaire. Donc il y a quand même un progrès. Alors, il n'y a pas de progrès sur la prison, est toujours pareil, mais il y a des espoirs d'un progrès quand même. À l'époque où des personnalités politiques comme Alain Carignan ou Bernard Tapie ont été incarcérés, la classe politique s'était un petit peu saisie et émue des conditions de détention. Est-ce que, paradoxalement, vous pensez qu'il faudrait peut-être que plus de personnalités publiques aillent en prison, non pas pour les visiter, mais pour y être hébergées, pour que les choses changent? Écoutez, c'est assez extraordinaire d'ailleurs. Quand est-ce qu'il y a eu des volontés de réforme de la prison? La première fois, c'est le rapport d'Aussonville, juste après que beaucoup de gens aient été emprisonnés au moment de la Commune. Et puis, il y a une deuxième vague considérable à la Libération, quand il y a beaucoup de gens qui sont en prison, soit parce qu'ils ont été résistants, soit au moment de l'épuration. C'est des choses extraordinaires. Et les grands mouvements dans les prisons françaises des années 70-72, c'est peut-être parce que la jeunesse révolutionnaire, qui n'était pas forcément des prolétaires, qui étaient donc souvent des enfants de famille, etc., étaient passés aussi en prison. Il y a donc quelque chose qui fait que quand la prison sort un peu de son aspect aujourd'hui de répression féroce de gens qui sont en général parmi les plus pauvres de la société, du moins au début. Après, ils peuvent devenir plus riches quand ils deviennent voyous, mais enfin bon. Peut-être, effectivement, y a-t-il quelque chose. C'est-à-dire que les gens sont dans l'ignorance de ce qu'est la prison. Ils passent devant la prison de la santé depuis 100 ans, depuis 150 ans même, et ils voient cette espèce de masse horrible quand on est boulevard Arago, et puis, mais ils ne savent pas que dedans c'est pourri. Voilà. Et ça, c'est bon. Il faudrait que la prison soit, et surtout que la prison ait la fonction qu'affirment tous les textes de plus en plus, à savoir qu'elle a une fonction de réinsertion sociale. Sur ce sujet, il ne se passe rien. Vous vous souvenez de votre première visite en prison? Ah ben très bien, très bien, je la raconte, ma première visite en prison, je la raconte parce que mon premier client en prison, bon, il y avait une affaire qui était longue, etc., c'est celui qui voulait lire Les Misérables. Vous savez, à l'époque, on les faisait lire en prison, on leur donnait des livres, mais il y avait un chariot qui passait dans les coursives et on leur donnait le livre qui était sur le dessus de la pile. Alors, c'était n'importe quoi, bon. Et il avait lu le deuxième tome des Misérables, il voulait donc que je lui apporte le reste. Bon, j'ai cru simple, j'ai été chez un bouquiniste, je l'ai acheté, mais on m'a dit, vous êtes complètement fou, mon pauvre ami, on ne peut pas donner quelque chose à un prisonnier, c'est pas possible. On était dans une période un peu... Alors aujourd'hui, tout ça n'existerait plus quand même. Il y a des progrès, il y a le regard extérieur sur la prison. Il y a eu, qui s'est quand même amélioré, il y a eu un certain nombre de livres, il y a eu aussi... des prises de position, et je pense quand même que le fait que des gens comme Tapie ou Carignan aient été en prison est important, parce qu'ils avaient un contact avec les médias plus important. Et encore, ils ont été en prison dans des conditions qui n'étaient pas en général les conditions effroyables dans lesquelles vivent certains. Quelle relation en tant qu'avocat, vous avez réussi ou tenté de maintenir avec les longues peines? Quel est le rôle d'un avocat par rapport à quelqu'un qui va passer une ou plusieurs décennies en prison? Bon, je ne vais pas me vanter. Hein. J'ai conservé quelques relations. Mais je n'ai jamais pu conserver les relations avec tous ceux que j'avais défendus et qui avaient eu des longues peines. Alors, j'ai été quelquefois à leur écoute. Quand ils m'ont écrit, je leur ai répondu. Mais c'est vrai qu'il y en a très peu que j'ai suivi, parce que dans ce qu'est la vie courante d'un avocat, il y a un moment où on n'a plus le temps, le type il est au fin fond de la prison à Lannemezan, alors il écrit quelquefois quand il y a une situation désespérée, là bon, on intervient,
Et puis, quelquefois, alors, il y a quand même une amélioration aussi. Je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas, je le dis dans mon livre aussi. La sortie de prison, autrefois, c'était le pouvoir exclusif du pouvoir politique. La libération conditionnelle, seul le pouvoir politique pouvait l'accorder. Les réductions de peine, c'était le pouvoir politique. Alors il y a eu d'abord le juge de l'application des peines, et puis petit à petit, et surtout avec les grands progrès de la loi du 15 juin 2000, on a fini par judiciariser, comme on dit, la libération conditionnelle, ce qui fait que ce sont les tribunaux qui maintenant, bon, il y a eu des formes diverses, je n'entre pas dans le détail, qui ordonnent les libérations conditionnelles. Bien entendu, ça permet à M. Sarkozy, quand un homme qui a été mis en libération conditionnelle récidive, de dire il faut punir le juge qui a fait ça. Bon. Alors qu'avant, c'était le garde des Sceaux, mais il ne le faisait pas. Donc, et l'exemple que je raconte dans mon livre de Lucien Léger, qui a fait 40 ans de prison et que personne ne voulait faire sortir, c'est quand même le tribunal, le premier tribunal qui l'a libéré. Le parquet a fait appel et la cour d'appel a confirmé. Il est mort 15 jours après, mais enfin bon, il y a un progrès là aussi. Il y a une possibilité d'intervention de l'avocat à la fin des longues peines. Enfin, ou du moins quand Et là, nous intervenons à nouveau, on reprend contact quelquefois avec les clients. C'est extraordinaire, vous savez, de reprendre contact avec un type qui a pris 20 ans. Et puis de reprendre contact avec lui 10 ans après, et d'aller le voir à la prison. Et de voir ce qu'un homme... Alors, et donc, voit donc quelqu'un qu'on a vu 10 ou 15 ans plus tôt, qui vient de faire 15 ans de centrale. On a l'impression que c'est plus le même. Bon, est-ce qu'il est devenu définitivement sage? Est-ce qu'il a été brisé? Bon, on ne sait rien. Mais à ce moment-là, on le redéfend pour essayer de le faire sortir. C'est vrai, par la libération conditionnelle. Mais alors ça, c'est un aspect nouveau de la profession d'avocat dont je dois dire, je m'occupe un peu pour les clients que j'ai eus, mais pas énormément. Mais il y a des avocats spécialisés en plus, et il y a des gens qui font très bien leur travail. Tout au long de votre carrière, vous avez défendu des gens très différents. J'ai souvenir notamment que vous avez défendu des militants du FLN, mais aussi à une occasion des militants de l'OAS, ce qui au passage était courageux. Vous écrivez à un moment, quand vous défendiez des gauchistes dans les années 70, « Ce qui me motivait, ce n'était pas la justesse de leur cause, mais l'injustice de la répression qui les frappait. » Est-ce que ça veut dire que ce qui vous motive en premier lieu quand vous recevez un de vos clients, vous êtes sollicité, c'est ce critère d'injustice? Bien sûr. Ce qui m'a amené sans doute à faire ce métier, c'est que j'ai pris conscience de ce que pouvait être l'injustice. C'est-à-dire, l'injustice, c'est soit quelqu'un qui n'est pas bien jugé, qui n'est pas jugé convenablement, soit quelqu'un qui est jugé dans des conditions scandaleuses, soit quelqu'un qui est puni à des peines qui me paraissent invraisemblables. Et donc, cette peur de l'injustice, c'est vrai, au fond, c'est un peu un combat contre l'injustice plus qu'un combat contre la justice que je mène. Et c'est là qu'est la question. Et bon, quand je défendais ces gauchistes, par exemple, il y avait des répressions que je ne pouvais pas admettre, qui étaient une façon de les traiter qui était inadmissible. Bon, voilà. Et ça, je me dressais contre ça. Alors évidemment, à ce moment-là, on se trouve en face de la cause. Et bon, il faut essayer de faire passer... sur un sujet pareil, je le raconte dans mon livre, c'est comment j'ai réussi en définitive. Il y avait quelque chose dont je me suis beaucoup servi, c'était le langage des révolutionnaires. Parce que c'est quelque chose que les juges pouvaient entendre, n'est-ce pas? Quand on cite Saint-Just devant les juges, j'ai d'ailleurs cité l'autre jour, quand on cite Saint-Just devant les villes, c'est Saint-Just, c'est pas terrible, l'ange de la Révolution, c'est quand même pas le prototype de personnage historique qu'adorent les juges, mais en même temps, c'est quand même un personnage historique. Et puis ce sont des gens qui écrivent bien, donc ça permet effectivement de dire un certain nombre de choses. Et ça, c'est important. Et c'est important d'essayer de faire un passage entre ceux qu'on défend et ceux qui vont les juger. Et la Déclaration des droits de l'homme, c'est très bon. Il faut d'abord expliquer à ceux qu'on défend que la Déclaration des droits de l'homme, mais que les droits de l'homme, c'est fait pour eux aussi, et que ce n'est pas, comme ils le croient, les droits de la bourgeoisie, que ce sont des droits universels. Il faut d'abord les convaincre de ça. Ensuite... Ils ne le savent pas? Non, pas toujours. Ils croient que tout ça, c'est dans le paquet de la bourgeoisie haïe. Bon, ça, c'est des droits... Il
ils se sont donné des droits à eux-mêmes, pas aux pauvres. Bon, ça n'empêche pas que quelquefois ce sont des fils de famille d'ailleurs qui disent ça. Mais enfin, il faut réussir à montrer que... Et là, c'est un langage commun, parce que ça, les juges, ils ne peuvent pas ne pas comprendre. Ils ne peuvent pas ne pas comprendre que... Parce que ça fait partie de leur éducation, c'est ce qu'ils ont appris. Et donc, là, il y a un point de passage. Et on essaye, par là, d'inviter la justice. Alors, évidemment, se battre contre une atteinte à la présomption d'innocence, ça paraît une évidence. Eh bien oui, il faut quand même passer par là. Et alors, dans votre livre, vous dites que vous cherchez chez votre client comment le comprendre et que vous allez essayer de convaincre les juges en racontant son histoire, les éléments qui vous touchent, etc., de sa personnalité qui ont pu l'amener à faire un certain nombre d'actes. Et puis d'autres fois, on a l'impression que quand même, vous avez envie de vous convaincre que vous défendez un innocent. Et vous citez un cas, l'affaire Schiavo, dans lequel vous dites vous apprenez bien plus longtemps après qu'il n'était peut-être pas innocent, et vous dites il n'était pas innocent, je fus tout retourné d'apprendre que je m'étais trompé. Oui, c'est... Mais alors, est-ce que c'est si grave finalement Écoutez, non, parce que je pense que bon, là aussi j'ai pris de la bouteille, donc, mais parce que je crois que il y a quelque chose d'étonnant dans le fait que l'avocat se trompe. Mais contrairement à ce qu'on pense, ils sont assez rares, les avocats qui savent leur client coupable et qui mentent. C'est pas si simple. Et je cite cette phrase de Leroi-Gourhan qui dit, l'archéologue, qui évoque cette faculté déconcertante qu'ont les faits à s'aligner dans le bon ordre pourvu qu'on les éclaire d'un seul côté à la fois. Bon. Et dans l'affaire judiciaire, la police a éclairé les faits d'un côté. Le juge d'instruction devrait... Mais il suit l'éclairage, puisque les faits sont alignés dans le bon ordre. Il suit l'éclairage. Et qu'est-ce que peut faire l'avocat quand il se retrouve après dans une cour d'assises et que son client dit qu'il n'est pas coupable? La seule possibilité qu'il a, c'est d'éclairer les faits de l'autre côté. Et on s'aperçoit qu'ils s'alignent aussi. C'est-à-dire que quand on éclaire les faits d'une certaine façon, on s'aperçoit qu'ils s'alignent dans un ordre différent de ceux que la police a trouvés. Et donc, cette affaire dont je parle, effectivement, j'étais totalement convaincu de l'innocence de mes clients. Puis, quelques années après, il y a un livre qui est paru, et bon, mon client reconnaissait qu'il était coupable. Et c'est vrai que j'ai été déconcerté. Et puis je me suis dit, non, c'est comme ça qu'on évite en définitive les erreurs judiciaires. Parce que, bien sûr, comme ça, on peut faire acquitter les coupables. C'est vrai. Mais, comme disait Lamoignon, il vaut mieux 1000 coupables en liberté qu'un innocent condamné. Alors, vous parliez d'une forme d'éclairage, d'une proximité avec la police. Vous allez assez loin parfois dans votre critique des acteurs judiciaires et même des magistrats. Et vous dites, pour les juges, dire que l'inculpé est présumé innocent est un effet de langage. Eh oui. C'est aller assez loin quand même que de dire Mais ça. oui, je le dis. Je le dis parce que il suffit de lire les ordonnances de renvoi des juges d'instruction ou les arrêts de renvoi de la chambre de l'instruction pour se rendre compte que, en préalable, il est présumé innocent. Mais enfin, voilà pourquoi il est coupable. C'est-à-dire que les charges que nous avons, bien souvent, ils ne prennent même pas de précaution de langage pour dire ce sont des indices, ce sont... Bon, et d'ailleurs, les juges d'instruction, c'est pas une critique que enfin, c'est une critique, si, c'est une critique, mais ils sont convaincus, je veux dire, je ne les accuse pas d'être malhonnêtes, ils sont convaincus que celui qu'ils renvoient est coupable. Or, il est quelquefois innocent. La seule chose que je remarque dans le dossier, c'est que quand ils ont renvoyé quelqu'un parce qu'il y avait des charges suffisantes pour le juger, au fond d'eux-mêmes, ils sont convaincus qu'il est coupable. Quand on leur dit qu'il est innocent, ils disent même il est présumé innocent. Bon, d'accord. Enfin, et puis quand il est acquitté en cour d'assises, les juges qui ont renvoyé sont furieux parce qu'ils ont l'impression qu'on a dit qu'ils étaient des menteurs et qu'au fond, ils sont toujours convaincus de la culpabilité. Ça, c'est une expérience constante. Comme avocat pénaliste, on doit vous demander chaque jour, mais comment est-ce qu'on peut défendre un monstre, un assassin, un violeur, un terroriste? Vous avez, dans votre carrière, défendu des militants révolutionnaires, des indépendantistes, des gens qu'on qualifie parfois de terroristes. Mais vous écrivez aussi dans votre livre au sujet des attentats de l'État islamique
Le terrorisme a pris récemment une autre dimension. Souvent, je m'interroge sur les effroyables crimes collectifs commis ces dernières années à Paris, Toulouse, Nice, Bruxelles ou encore au nom de l'État islamique. Ceux qui sont accusés de les avoir perpétrés doivent être jugés, donc défendus. Comment? Je ne peux répondre à cette question. Il me faudrait pour cela d'abord les connaître, les écouter, parler avec eux pour tenter de les comprendre. Est-ce que ça, de votre part, ça marque une limite, l'avocat qui ne peut pas défendre toutes les causes, toutes les personnes, ou est-ce que c'est une hésitation? Non, c'est le fait que devant le crime, l'avocat recule comme tout le monde. Et là, nous avons un crime particulier, un crime effroyable. Mais il sait que sa fonction, c'est de défendre. Et quand il faut défendre, là, il se pose d'autres questions. C'est-à-dire, il peut être commis d'office, c'est ce que j'ai raconté pour ces gens de l'OS, par exemple. Bon. Et bien d'ailleurs, je dis pour les gens de l'OS qu'il y en a un que j'ai refusé de défendre. J'ai refusé de défendre parce que la façon dont il voulait être défendu était quelque chose que moi, je ne pouvais pas dire. Et là, il y en a un autre que j'ai défendu avec beaucoup d'enthousiasme en plus. L'avocat, il est donc en face du crime, c'est ça, je ne peux pas le défendre. Mais en même temps, je sais bien quelque chose, c'est que, sans parler du terrorisme, moi j'ai défendu des gens qui avaient commis des crimes effroyables, des crimes de sang épouvantables, des gens qui avaient commis des actes qui révoltent tout le monde. Je raconte l'histoire de ce type qui avait violé sa fille, puis qui, pour pouvoir lui provoquer une fausse couche, l'avait en fait tué, avait été mettre dans un bois, et avait défilé, qu'on avait fini par trouver le corps, et avait défilé avec toute la population pour demander la mort de l'assassin. Quand vous êtes en face d'un truc pareil, c'est très dur. Et puis, il y a un moment où vous dites, bon, je vais le défendre. Comment le défendre? Comment pourrais-je le défendre? Et au fond, le premier acte de l'avocat, c'est de trouver en lui-même ce qui peut défendre celui qui est en face de lui. Et je ne conçois pas beaucoup, sauf dans des affaires, bon, alors évidemment, quand vous avez un terroriste pour une cause qui est une cause claire, ça n'a pas beaucoup d'importance, hein, bon, mais quand vous avez un terroriste pour une cause qui est en plus une cause qui vous révulse, c'est très difficile. Mais quand on est en face de lui, quand on lui parle, il y a un moment, c'est un être humain, il y a un moment où se passe un contact. Alors c'est peut-être une faculté particulière qu'a l'avocat, peut-être une faculté particulière d'essayer de... Comment on peut le défendre? Comment? Et vis-à-vis de soi-même, c'est pour ça que tout le monde se moque de Valls, qui a dit une formule assez effrayante quand on y va, il dit comprendre, c'est déjà excuser. On n'a pas à les comprendre, comprendre, c'est déjà excuser. Bon, alors, mais c'est vrai, au fond. En définitive, quand je dis il faut les comprendre, c'est aussi pour les excuser d'une certaine façon. Et c'est là le travail de l'avocat. Alors, moi, je le dis à froid, je ne peux pas répondre à cette question. Je sais qu'actuellement, ils sont très bien défendus par les secrétaires de la conférence, qui s'exprimaient hier d'ailleurs dans l'IB. Et ça, moi, je sais qu'ils font bien leur travail. Enfin, ils défendent ces gens-là. Bon, alors, ils vérifient. D'abord, il faut vérifier une première chose, c'est que les formes sont bien respectées. Hein. Bon, quand on défendait les militants du FLN, hein, moi, j'arrivais au palais, j'en ai fait un peu, mais pas beaucoup, quand on les défendait, la cause était une cause plus claire, etc., enfin, en tout cas plus compréhensible, plus accessible. Le djihadisme, la charia, c'est quelque chose qui est plus difficile à intégrer. Et comment, effectivement, et il ne s'agit pas d'ailleurs de défendre la cause, mais comment défendre celui qui a commis de tels actes? Je suis incapable aujourd'hui de répondre à cette question. Incapable. Mais vous seriez prêt à soulever un vice de forme, un vice de procédure qui permettrait de mettre entendu. dehors un terroriste? Par contre, c'est le premier devoir absolu. Bon, vous comprenez que je parlais du FN, je sais pourquoi je parlais du FN, j'ai oublié mon idée en cours de route, c'est que la torture, par exemple, est inadmissible. En France, on juge les gens. Hein, je ne sais pas, Guantanamo, on ne les torture pas, on les met pas on les attache pas toute la journée, on ne fait pas des choses, on ne fait pas une destruction de l'humanité, etc. Non jugés, hein, simplement par décision. Alors ça, on ne fait pas ça, on les juge, mais à partir du moment où on les juge, il faut premièrement, appliquer la loi dans
principe, pas de traitement inhumain et dégradant, bon bien, respect de la défense, et deuxièmement, il faut qu'il soit défendu. Et il ne faut pas que cette défense soit un alibi. Il ne faut pas que ce soit une défense comme celle que je raconte dans mon livre de Ceausescu, où l'avocat dit il faut le tuer. Bon, ça c'est évidemment une vraie défense. Comment la faire? Pour l'instant, je ne le vois pas. Mais si j'étais en face de cette situation, je ne sais pas si je m'enfuirais avant même de me poser la question ou si j'accepterais. Vous ne savez pas. Ah non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas pour l'instant, mais ça m'est arrivé quelquefois de m'enfuir avant même de regarder le dossier. Ça m'est arrivé. Vous savez, on a des faiblesses quand même. Hein. Il y a des moments où c'est terrible. Bon, et bon, ce sont des faiblesses de l'avocat qui peuvent arriver. On vit aujourd'hui une époque où il y a un flou qui est entretenu et des amalgames qui sont faits sur les questions d'immigration et de délinquance, les questions d'islam et de terrorisme. Certains politiques, d'ailleurs, ont une grande responsabilité dans cette confusion des esprits. Mais on a aussi le sentiment que sur ces questions-là, les choses évoluent assez peu. Vous étiez président de la Ligue des droits de l'homme en 1998 pour le centenaire de l'association. Lionel Jospin devait venir, puis quand il a reçu votre discours, finalement, il n'est pas venu. Et vous écriviez dans ce discours des choses qui résonnent encore très fort aujourd'hui, presque 20 ans après. On se demande d'ailleurs ce qui a pu changer depuis. Vous écrivez ceci. « Des lois de police tiennent lieu dans notre pays de politique d'immigration. Nous ne saurions accepter que l'on fasse des étrangers les boucs émissaires de nos misères, que l'on transforme l'Europe en une sorte de forteresse qui serait assiégée par les pauvres du monde, que nous perdions notre âme sous la pression d'une extrême droite raciste et xénophobe qui attise la braise du désespoir et des peurs. » Alors qu'est-ce qui a changé en 20 ans? Rien. Rien, sauf que les migrants sont plus nombreux, que nous sommes plus riches et qu'ils sont encore plus pauvres. Alors voilà ce qui a changé. Ce qui a changé aussi, c'est que, je le dis simplement, Madame Merkel, qui ne fait pas partie de mes commensaux, Madame Merkel a accepté 1 million. Certes, ça a permis de faire entrer au Parlement un groupe parlementaire d'extrême droite. Donc, elle a été réélue quand même. Et ça, je trouve que c'est important. Elle a accepté beaucoup plus de réfugiés que la France. 1 million, oui, beaucoup plus que la France. Alors, voilà, bon, vous savez, c'est un sujet sur lequel je me suis tellement battu. Bon, ça continue aujourd'hui. Ce qui est de terrible, c'est la difficulté extrême, cette histoire de Calais, par exemple, pendant un certain temps, ces espèces de groupements qui se font, etc. Ben, il y a des choses terribles, la façon dont on traite les Roms. Bon, tout cela reste préoccupant. Alors, est-ce que c'est une confrontation normale du pouvoir qui veut l'ordre, ou ce que je disais là, bon, ce que je voulais faire, c'est quelque chose sur lequel il faut continuer à se battre. Certains me disent, mais pourquoi tu te bats là-dessus? Je sais bien que tu n'obtiendras pas satisfaction. C'est comme quand je me bats sur la loi sécurité intérieure. Je sais bien que je ne vais pas obtenir satisfaction. Mais il faut se battre quand même. Parce que si on ne se battait pas, nous reculerions définitivement. Ce combat que nous menons, ce combat que nous avons mené pour l'étranger, je parle beaucoup de quelque chose dont oui, c'est le combat, alors vraiment très fort, que j'ai mené personnellement, sur le droit de vote des étrangers aux élections locales. Bon, c'est vrai que tout ça est dérisoire. Je raconte comment Mitterrand l'avait promis, comment même il est venu à un congrès du PSU, un congrès de la Ligue des droits de l'homme en disant il faut le faire. Bon. Et comment il ne l'a pas fait, et comment personne ne l'a fait, comment Hollande l'avait mis aussi dans ses propositions, il ne l'a pas fait. Il n'empêche que continuer à le réclamer, c'est ne pas permettre qu'on considère comme définitivement établi et normal que c'est impossible. Mais c'est vrai qu'il y a des combats qui sont... Il n'est pas nécessaire de persévérer. Il n'est pas nécessaire de réussir pour persévérer. Je pense que c'est absolument nécessaire. Il faut persévérer dans ces combats-là. Il y a beaucoup de gens qui persévèrent. Beaucoup d'associations, beaucoup de gens. Au début de votre carrière, vous pensiez que vous verriez la fin de la peine de mort, par exemple? Alors, c'est vrai qu'on était un peu désespérés quand même. Hein. C'est vrai que la fin de la peine de mort
Moi, oui, bon, j'ai toujours été contre la peine de mort, ce qui est rare. Quand j'étais gosse, j'étais déjà contre la peine de mort parce que mes parents étaient contre la peine de mort. Alors, la cour de récréation, c'était des bagarres terribles. Hein. On avait 13 ans. Bon, en fait, c'était exactement les mêmes arguments que ceux qu'on a continué. Bon. Et après, j'ai été chez un patron qui était un adversaire résolu de la peine de mort. On espérait, la preuve c'est qu'on se battait. On se battait. On ne savait pas pour quand ça serait, mais on se battait. Alors on se battait dans les tribunaux, c'était les cas individuels. Et puis Robert Badinter a repris ça. Je pense que sur l'abrogation de la peine de mort, le procès de Patrick Henry a été quelque chose, a été une secousse. Il y a deux choses de suite. Il y a eu le Ranucci avec le livre de Gilles Perrault qui a quand même secoué. Il y a eu mais tous les livres qui ont été faits, les 7 ou 8 livres qu'a écrit No, tous ces livres qui ont été faits depuis un siècle, depuis Victor Hugo. Bon. Et ça a quand même permis d'avancer petit à petit toutes les conférences qu'on faisait. C'est terrible, je me rappelle d'une fois où je suis allé à Lyon. J'étais à la fois, c'était une conférence qui était organisée. À l'époque, je n'étais pas un militant très très actif de la Ligue, j'y étais, mais j'étais par l'Association française contre la peine de mort. Et les deux associations s'étaient mises ensemble pour faire une conférence à Lyon sur l'abrogation de la peine de mort. Et ils avaient loué le plus grand cinéma, un grand cinéma de Lyon, pour accueillir toute la file qui allait venir. Il est venu une personne. Il y avait les 15 militants qui avaient organisé, et il est venu un étranger. Et bon, c'est vous dire à quel point nos combats étaient quand même quelquefois un peu désespérants. Mais en même temps, on pensait que ça pouvait venir. Alors c'est venu dans les conditions que l'on sait, c'est-à-dire que c'est venu grâce au courage de Mitterrand, c'est tout. Moi personnellement, c'est un des grands moments de ma vie. C'est le moment où Mitterrand dit, alors qu'il y a 63% de personnes qui sont pour la peine de mort, il dit je vais l'abroger. Ah, évidemment, c'est un moment qui permet de croire en la politique. Vous croyez qu'un jour on supprimera la garde à vue? Alors, écoutez, la garde à vue, c'est vrai que j'avais demandé aussi, je me suis battu. Écoutez, on a fait quand même un pas en avant énorme. On a fait un pas en avant mort pour la garde à vue, c'est la présence de l'avocat pendant la garde à vue. Parce que c'était la première de nos revendications. La deuxième, c'était la suppression de la garde à vue. Ça, c'est très difficile, surtout avec les évolutions actuelles de la procédure, c'est très compliqué. Mais la présence de l'avocat en garde à vue, il a fallu quand même qu'on mène une bataille. Moi, je me rappelle que c'est extraordinaire. Les policiers faisaient des discours pour dire, les syndicats de policiers, pour dire que les avocats demandaient la présence de l'avocat parce que c'était une clientèle, c'était une source de revenus considérable. Bon. Et j'ai eu un procès à Paris contre les syndicats de police. Je me souviens encore de Pechnard, qui était directeur général de la police, venant déposer, expliquant que la garde à vue c'était formidable et qu'il n'y avait que ça qui est, et que c'était la quintessence même de la police. Bon, très bien. Et finalement, c'est sous les coups de boutoir de la Cour européenne des droits de l'homme que le Conseil constitutionnel, sur un recours qui a été fait par des jeunes secrétaires de la conférence, ce qui prouve que cette vieille institution de la conférence produit encore des gens qui se battent aujourd'hui pour les terroristes, ou pour lesquels ils sont commis d'office, qui se battaient à ce moment-là. Finalement, le Conseil constitutionnel a dit il faut permettre à un avocat d'y être. Donc, vous voyez ça. Si quand j'étais jeune avocat, on m'avait dit que je gagnerais ce combat sur la présence de l'avocat, je retrouve même dans mon livre une intervention que je fais en 69 à une association d'avocats de droit où je demandais ça. Bon. Si on m'avait dit qu'on allait gagner, j'aurais dit je mène peut-être un combat difficile. On a fini par le gagner. Il a fallu 50 ans, 45 ans, 50 ans. Donc, faut pas désespérer. Alors on arrive presque à la fin de ce grand entretien. Non, mais c'est nous qui vous faisons bavarder, c'est un plaisir. Avec Michael Hajdenberg, on avait quelques petites questions rapides à vous poser, à tour de rôle, qui appellent des réponses rapides. Ah ben voilà. Première question, qui auriez-vous voulu défendre que vous n'avez pas défendu? Il y en a eu. Il y en a eu, c'est vrai. Il y a des... C'est bête. J'aurais sans doute aimé parmi les défendre Patrick Dils, parce que j'étais très... Bon, c'est vrai, c'est pas moi qui l'ai défendu, c'est pas grave, mais bon, dans les affaires
de droit commun, je dirais, d'une certaine façon. Sur le plan politique, j'ai beaucoup défendu ce que je voulais défendre, au fond. Je ne sais pas, là, ça ne me vient pas à l'esprit, mais il y en a. Voilà. Donc, Patrick Dils. Qui regrettez-vous d'avoir défendu? Personne. Je ne regrette pas mes défenses. Je regrette mes échecs. Je regrette des mots que j'ai pu prononcer qui n'étaient pas justes, qui ont blessé un certain nombre de gens. Mais je ne regrette pas d'avoir défendu des gens. Qu'est-ce que vous gardez comme principal échec dans votre esprit? Dans ma vie professionnelle, j'en ai un certain nombre. Des gens qui ont été condamnés, dont je ne donne pas les noms, parce que d'abord, il m'échapperait peut-être, il faut que je le recherche. Des situations? Oui, des situations, des gens qui ont été condamnés, alors que j'étais vraiment convaincu de leur innocence, et des peines lourdes, quelques-uns. Et ces gens qui ont été condamnés, vous savez, vous défendez des gens en étant convaincu de leur innocence. Bon, bien. Mais est-ce que vous êtes vraiment profondément convaincu? Excusez-moi d'être un peu long, mais une fois je racontais déjà cette histoire. Un jour, je rentre d'un procès où un client avait été condamné à 10 ans, et j'arrive à mon cabinet furieux en disant il était innocent. Et mes associés qui sont là, ou mes collaborateurs, sont là, ils me disent écoute, c'est pas possible, quoi. On connaît le dossier, tu peux pas croire à l'innocence de ce type, il a pris 10 ans, c'est un bon résultat. Et tout. Je dis si. Mais ça ne peut pas avoir été convaincu. Il paraît que j'ai répondu, je ne m'en souviens pas, mais je trouve la formule étonnante, si j'ai été convaincu pendant que je plaidais. Bon, ça c'est les tares de la profession. Mais il y a des gens qui ont été condamnés, et puis ça continue à vous peser. Et oui, et puis vous essayez des procédures de révision, et puis ça ne marche pas, et puis c'est fini, et puis finalement on les oublie, c'est ça le pire. Alors, autre question. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous n'auriez pas pu défendre? Ah oui, je raconte dans mon livre en particulier que quand j'ai été commis d'office pour 2 membres de l'OS, il y en a un qui avait commis des crimes, donc. Il y en a un qui m'a dit, moi j'étais un légionnaire allemand, et il m'a dit, moi je défends l'Occident, De Gaulle est un traître, j'ai bien fait de faire ça. Et d'ailleurs, il faut qu'on se défende contre les Arabes, qui sont tous des salauds, qui vont nous envahir. Donc mon acte est un acte politique essentiel, et c'est ce que je veux dire quand je défendrai. Je lui ai dit, monsieur, nous ne sommes pas d'accord, c'est pas possible. Et j'ai demandé à être blé d'office, oui. Est-ce que vous auriez défendu Pierre Laval? Ah ben ça, alors je n'en sais rien. Parce que Pierre Laval, c'est un problème essentiel que je raconte, qui est très fondateur chez moi. La colère de mon père sur les conditions dans lesquelles il a été jugé, très fondatrice. En plus, j'ai été collaborateur de nous. Nous a écrit pourquoi je n'ai pas défendu Pierre Laval. Il a été commis d'office. Hein. C'était un grand résistant qui avait été commis d'office pour défendre Pierre Laval. Il avait choisi un ancien premier secrétaire de la conférence, grand résistant, pour défendre Pierre Laval. Alors, il voulait le défendre. Et puis, le procès était tel que c'était infernal. On a fini par chasser Laval de son procès, etc. Et là, il a dit, bon, puisque c'est comme ça, je ne le défendrai pas. Et il l'a défendu. En ne le défendant pas, il l'a regretté toute sa vie, d'ailleurs. Hein. Il a expliqué, il a dit toujours, j'aurais dû faire quelque chose. Bon. Et commis d'office, alors d'abord je n'en sais rien, si j'aurais accepté ma commission d'office ou pas, parce que c'est difficile de défendre. Mais si on défend, on défend. C'est-à-dire que quand vous voyez le procès Ceausescu, on donne la parole à l'avocat, il dit, ben écoutez, voilà, la procédure est régulière alors qu'on était devant un tribunal d'exception créé pour affaire. Deuxièmement, les faits qu'on lui reprochés sont évidents. C'était de notoriété publique. Hein. Donc, dans ces conditions-là, la peine demandée est juste. Bon, alors s'il y a un avocat pour faire ça, non. Donc, défendre Laval, c'était... Alors, il y avait sûrement des choses pour défendre Laval. C'est d'abord cette idée que Laval dit d'ailleurs d'une façon magnifique, quand il dit, parce qu'il était costaud encore, quand il dit, Monsieur le Président, il dit au président du tribunal, si je n'avais pas été là, le général de Gaulle aurait posé sa casquette, le général des repos aurait posé son képi sur une France qui n'aurait plus existé. C'était pas mal, c'est-à-dire qu'il y avait donc peut-être une défense pour expliquer ce qu'est, pour le discours de Créon, pour dire eh bien, il faut quand même bien que la société vive, etc. Il y avait une possibilité,
Sans doute. Moi, je ne sais pas. Pour moi, Laval, c'est l'horreur, c'est l'abomination. Donc là, je suis incapable de le juger, mais peut-être, je ne sais pas. Autre question, dans votre carrière, quelle est la critique qui vous a le plus fait mal? Ah, la critique qui m'a le plus fait mal dans ma carrière, c'est de m'accuser. C'est peut-être dans l'affaire Omar Haddad. C'est de m'avoir accusé d'avoir fait condamner quelqu'un parce qu'il était maghrébin, au nom de gens qui étaient peu riches, et d'avoir trahi tout ce que j'avais toujours fait. Je crois que je tiens à raconter exactement les choses dans mon livre. Je crois que c'est un moment où ça m'a fait mal. Ah, c'est Jacques Vergès et Jean-Marie Rouard. D'autant plus que c'était deux personnes, Jacques Vergès, qui est quand même un ami. On a une amitié tourmentée, on a une amitié qui fait des hauts et des bas, mais là c'était très dur. Quoi, ce qu'a fait Jacques Vergès en disant on a fait condamner Omar Haddad parce qu'il était maghrébin, il a même ajouté d'ailleurs que les associations de défense des droits de l'homme n'étaient pas à ses côtés, elles étaient de côté frère, c'était très dur. Et Jean-Marie Rouard, évidemment, je dirais que Jean-Marie Rouard, c'est pas lui qui m'a fait le plus mal, parce que c'était un peu risible, mais c'est pas lui qui m'a fait le plus mal. Ce qui m'a fait mal, c'est Vergès, je le dis franchement, voilà. Et puis tous mes amis, hein, ça c'est un moment difficile à passer. Alors il y en a eu d'autres. Hein. Alors, lorsque les gens me reprochaient des défenses que je menais, parce que lorsque, par exemple, je défendais Richard Roman, tous mes amis me disaient, mon pauvre ami, bien sûr, il faut le défendre, mais enfin, arrête de dire que ce type est innocent, il n'est pas bon. Ça me faisait pas mal. Les coups qu'on m'a foutus sur la tête, ça m'a pas fait mal. Pourquoi? Parce que j'avais la conviction c'était d'une injustice qui était tellement évidente, patente, enfin, Haddad, c'était plus dur, parce que, effectivement, j'aurais pu refuser de défendre Haddad. J'aurais pu refuser de dire, écoutez, non, moi, je ne suis pas partie civile, je n'y vais pas. Et j'y étais allé parce que ma conviction était établie. Par la famille Marshall, c'est ça? Par la famille Marshall, par surtout Bigot du Grand Rue, qui avait été mon bâtonnier quand j'étais au Conseil de l'Ordre, et qui est vraiment devenu un ami que j'aimais beaucoup. Et donc c'était sa belle-sœur, il m'a demandé de le faire, et je l'ai fait sans hésiter. Puis bon, je raconte pourquoi je n'ai pas lieu d'avoir honte. Mais c'est pas que j'ai eu honte, c'est que ça m'a fait mal. Quelle est la plaidoirie dont vous êtes le plus fier? Très difficile. Très difficile à dire. Très difficile à dire. Et curieusement, d'ailleurs, on est fier d'une plaidoirie quand on connaît le résultat. Ça j'en suis sûr. Alors, après coup, c'est vrai que, me remémorant les plaidoiries que j'avais faites, etc., quelquefois, je dis ça, c'était pas mal. Tiens, il manquait ça, mais ça, c'était pas mal. Je vais vous dire, celle dont je suis le plus fier, c'est celle qui réussit, et je la juge la meilleure aussitôt après que j'ai appris la réussite. Alors, on pourrait dire que ce soit des affaires dans lesquelles j'ai sauvé la tête de gens. Enfin, j'ai sauvé. J'ai plaidé pour quelqu'un contre lequel on avait demandé la peine de mort et qui ne l'a pas été. Là, c'est vrai que... À ce moment-là, vous êtes vraiment très fier. Peut-être une dernière question, parce que je crois qu'on a été très très long. Celle-là, elle est facile. Votre client préféré? Je n'ai pas de client préféré. Celui que je défends au moment où je le défends. Bravo. Je crois qu'on a été à peu près attendez, complet. un peu bavard quand même. Hein. Bon. On a été un petit peu bavard. Merci encore Henri Leclerc. Merci à vous.